Alors, on a démarré avec un peu de retard. On va essayer de ne pas prendre du retard et d'essayer de condenser nos messages. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose très rapidement, que chacun puisse présenter son organisation, qui sont ses membres, quelle est sa mission principale. Et dans un deuxième temps, en fait, on va parler un peu plus en détail du rôle de vos organisations vis-à-vis des diasporas tunisiennes. Donc, Mohamed, Merci Emine. Bonjour à tous. Donc, Aslam. Donc, je présente un peu le cluster mécatonique pour le moment, voilà, parce que j'ai une autre casquette, donc juste après. Donc, je vais parler un peu du cluster mécatonique. Donc, en fait, on est à peu près 73 membres dans ce cluster-là. Et c'est un ensemble d'entreprises en fait, qu'on fait du business, surtout d'ingénierie, mais également industrielle. Et aussi de grandes institutions. On a aussi des écoles, des centres et des labos de recherche. Et la mission principale du cluster mécatonique en Tunisie, c'est la collaboration et l'innovation. Donc l'innovation en fait en mode collaboration. C'est accompagner les entreprises et aussi les startups pour qu'on soit plus innovants, plus collaboratif et développer aussi du business en local et en international et augmenter un peu la chaîne de valeur dans l'écosystème local mais aussi à l'international. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais parler du GITAS. Le GITAS qui est le groupement des industries tunisiennes de l'aéronautique et des spatiales. Donc, nous, on est une organisation représentative des entreprises tunisiennes opérant dans le secteur de l'aéronautique et du spatial, comme son nom le dit. On a été créé en 2006 pour fédérer, promouvoir et soutenir le secteur aéronautique, qui est un secteur stratégique aussi en Tunisie. Donc, le GITAS regroupe une cinquantaine de sociétés en Tunisie. Il y a des entreprises internationales, mais il y a aussi des entreprises tunisiennes. Nous en sommes fiers aussi. Il y a par exemple El Badra Aerospace, il y a PLM System, EMP, et bien sûr, il y a les grands donneurs d'ordre comme Airbus, comme Safran, comme Hutchinson, et pour ne pas en citer d'autres. Donc, nous avons des entreprises de grande taille, des PME de petite taille aussi, et nous contribuons activement à la chaîne de valeur aéronautique mondiale. Donc, la chaîne de valeur, elle peut aller de la création des pièces jusqu'à la maintenance MRO et aussi jusqu'à la logistique. Donc nous agissons comme une interface entre les industriels, entre aussi les ministères, le gouvernement tunisien et aussi entre les écoles et les institutions et entre les centres de formation. Donc nous, on joue un rôle essentiel dans la structuration du secteur, qui est un secteur prioritaire dans le pays, et on va en parler un peu plus tout à l'heure. Merci. Bonjour. Last but not least, j'espère. Donc la TAA, donc moi je vais parler au nom de la TAA, la Tunisian Automotive Association, donc qui représente l'ensemble du secteur automobile en Tunisie. Donc il faut savoir que le secteur automobile en Tunisie, c'est un secteur qui est stratégique, qui représente 4% du PIB. C'est plus de 100 000 emplois directs. Donc pour l'automobile, c'est à peu près 200 entreprises qui sont actives dans ce secteur. C'est 3,1 milliards d'euros d'export, dont l'essentiel va vers l'Europe. Donc on a à peu près, donc en premier lieu vers l'Allemagne, puis la France, l'Italie, la Roumanie, mais donc avec d'autres destinations également. Et il faut savoir donc qu'on est très fortement implanté donc dans la chaîne de valeur régionale et internationale, malgré tous les challenges et les discussions actuelles concernant les tarifs, mais on reste quand même très actif et complémentaire avec le marché européen. La Tunisie, il faut savoir, même si voilà, on est sur tous les segments de la chaîne de valeur,
Sauf ce qui nous manque, c'est le constructeur. Donc on a quelques activités d'assemblage, on a des petits constructeurs, donc des petites success stories locales que nous connaissons tous. Mais au-delà de ça, donc voilà, c'est le seul pays qui a été capable de créer tout cet écosystème sans pour autant avoir le constructeur. Et ça nous vaut notre belle place dans le top 3 africain, justement, en matière de composants automobiles. Après l'Afrique du Sud et le Maroc qui ont, eux, par contre, voilà, de nombreux constructeurs. Mais donc, on est quand même un challenger très, très intéressant. Donc, en tant qu'association qui représente le secteur automobile, donc bien entendu, on a un rôle qui est très fort de fédérer, de représenter le secteur. On est le porte-parole, bon, le lobby, je voudrais dire, même si le terme n'est pas très apprécié par chez nous. Mais voilà, donc on représente aussi bien donc le secteur automobile en Tunisie auprès des acteurs locaux qu'à l'international. Et bien entendu, nous accompagnons également les investisseurs potentiels en la matière. Et nous sommes là pour supporter sur tous les aspects. Quand le gouvernement travaille sur des projets pour travailler sur l'écosystème automobile. Donc nous sommes le partenaire de choix et d'ailleurs nous avons de très nombreux projets en cours. Et justement par rapport à ça, justement par rapport à cette notion de lobby, peut-être que tu pourras parler tout à l'heure de la notion de pacte, parce qu'enfin il ne s'agit pas c'est pas une démarche, je dirais, qui est faite d'une manière informelle. On essaye de l'organiser sous forme de pacte. Ça peut être intéressant peut-être d'en parler tout à l'heure. Donc, l'idée, en fait, nous, aujourd'hui, dans ce talk show, c'est vraiment en tant qu'organisation professionnelle ou cluster dans les industries, c'est de délivrer des messages clés à des Tunisiens qui travaillent à l'étranger, qui pourraient être intéressés par toute forme de collaboration. Alors, il y a eu ce matin, en fait, un baromètre, une présentation de ce baromètre qui a été faite en plénière. Vous avez eu quelques éléments de ce baromètre. Je dirais juste pour un peu, peut-être être un peu plus, je dirais, dans le vif du sujet. On sait que de toutes les façons, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait, beaucoup de critiques qu'on peut amener en fait à la manière de faire du business en Tunisie, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de nos diasporas ne se sentent pas bien non plus dans les pays où ils exercent. Donc, quelque part, dans cet environnement où des règles de fonctionnement sont en train de changer partout, quel message vous avez envie de donner à des Tunisiens qui travaillent dans des métiers industriels, techniques, comment ils pourraient collaborer avec des membres de vos communautés, de vos organisations, soit pour créer des opportunités ou simplement pour rendre service au pays, pour ceux qui souhaitent le faire. Alors, qui veut commencer? Pas de problème. Okay. Donc, je vais commencer un peu par l'expérience dans le cluster mécatonique et notamment ici, nous avons donc deux exemples que je peux partager. Le premier exemple, en fait, on a des membres qui sont à la fois installés, des startups installées en Europe et ils ont un pied en Tunisie. Et donc là, ils permettent en fait de faire travailler leur entreprise en Tunisie, mais également d'élargir ça dans l'écosystème tunisien. Donc là, on a un joli exemple de collaboration avec une société qui s'appelle Accurad, avec un gros industriel tunisien dans les batteries, je pense que vous connaissez. Et en fait, l'objectif, c'est d'innover et essayer d'apporter des solutions technologiques sur l'écosystème tunisien. Donc là, moi, je considère que c'est un des premiers projets collaboratifs qu'on a signé cette année, fin de 2024 cette année. Et l'objectif est comment ajouter de la valeur ajoutée dans l'écosystème tunisien et amener une transition industrielle à l'international. Donc là, c'est un premier exemple. Donc là, il est à la fois membre du cluster basé en Tunisie, mais également il collabore sur les deux rives de la Méditerranée. Le deuxième cas également,
Ben, ce qu'on fait, on invite beaucoup d'experts tunisiens qui sont basés en Europe, en fait, pour animer des workshops et aussi de faire de la collaboration et surtout de la open innovation pour essayer d'amener leur expertise. Donc là, ça peut être sur certains domaines très spécifiques où c'est comme la cybersécurité, comme de l'intelligence artificielle, comme donc tout ce qui est l'industrie 4.0. Et là, ça permet effectivement d'échanger et d'amener cette expertise-là à l'ensemble de l'écosystème donc tunisien et membre du cluster mécanique. Donc là, c'est comme des en fait concrets et ça fonctionne, donc ça marche dans les deux sens. Donc ça permet de faire plus de collaboration, plus donc d'échanges et qu'on essaye d'utiliser un peu ces compétences-là et ces talents donc tunisiens d'une manière fait que profite à tout l'écosystème. Et si j'ai bien compris, au niveau du cluster, vous souhaitez passer à une phase industrielle de la collaboration avec la diaspora. Et voilà. Vous avez quelque chose dans le pipe. Voilà. Donc ça, en fait, je vais parler avec les deux casquettes maintenant, avec la casquette cluster mécanique, mais également le GE et l'Intica, en fait. Et là, et l'Intica, en fait, nous sommes aussi donc un groupement d'industriels dans l'industrie électronique. En fait, c'est grâce à l'électronique qu'après, on peut faire des voitures, de l'automobile, voilà, et on est fait partout dans beaucoup de verticaux. Et là, en fait, on a eu l'idée, en tout cas, au début de cette année, de lancer une task force et un événement, ça va être le 6 août, ici, dans cet hôtel-là, sur tout ce qui est aspect semi-conducteur. Donc là, je pense que vous tous, vous connaissez un peu ce qui s'est passé pendant la crise de Covid. Maintenant, étant donné, je représente ST Microelectronics, donc on s'est posé donc la question comment on peut amener la Tunisie sur la chaîne de valeur de semi-conducteurs, parce qu'aujourd'hui dans le monde on parle de beaucoup de Chip Act européens, japonais, américains. Maintenant cette crise-là, on est encore dans cette crise et dans cette transformation, donc on a eu la réflexion. Comment on peut discuter avec notre diaspora tunisienne qui est assez présente en Europe, donc surtout aux US, il y a aussi un peu en Asie, et on en profite pendant les vacances d'été pour faire un événement. Donc là, ça va être une forme, on va appeler ça Semicon Tunisia 2025, c'est la première édition. L'objectif, c'est beaucoup de networking, mais également on va travailler un peu sous forme de workshop. Donc on a défini 5 workshops et c'est une occasion pour annoncer ça. Donc l'objectif c'est que comment on peut discuter avec cette diaspora-là qui sont très compétents. On a des personnes qui sont dans des postes assez hauts au niveau du management. On a des vice-présidents, on a dans des chaînes de R&D comme dans la vente, dans le marketing. Et comment on peut amener une réflexion ensemble collective sur le domaine semi-conducteur en Tunisie. D'accord, très bien, très bien. Stéphanie, Sonia, d'autres exemples, d'autres formes de collaboration avec des Tunisiens de la diaspora? Moi, d'abord, je voudrais dire qu'aujourd'hui, la Tunisie ne va pas parler de problèmes, parce que vous avez fait une enquête tout à l'heure qui fait en sorte qu'il y a quelques blocages pour venir en Tunisie, mais pour le secteur aéronautique, je dis plutôt qu'il n'y a que des opportunités, et surtout en Tunisie. Pourquoi je dis ça? Parce que le secteur aéronautique en Tunisie, majoritairement, il travaille pour des donneurs d'ordre comme Airbus, pas vraiment pour Boeing, donc vous connaissez l'histoire. Donc maintenant, Airbus a le vent en poupe et on va dire que vraiment, elle a plus de succès au niveau mondial, au niveau de la sécurité. Aussi, on a un intéressement de Embraer, donc les Brésiliens. Il y a Bombardier au Canada. Il y a Dassault aussi. Donc maintenant, vraiment, la stratégie de l'aéronautique en Tunisie, elle est en train d'exploser. Et on a un carnet de commandes qui est plein pour les 10 années à venir. Juste d'ordre d'idée, on est à une construction de 64 avions par mois pour Airbus. Et en septembre 2026, on va passer à rate 75. C'est-à-dire ça monte drastiquement. Donc, pourquoi je dis que dans le secteur aéronautique, il n'y a que des opportunités réelles
concrètes et prêtes à être saisies, surtout au niveau de la diaspora. On ne demande pas de revenir en Tunisie. C'est pas ça l'objet. C'est d'être un maillon collaboratif et moteur pour faire rayonner cette industrie dans la chaîne de valeur aéronautique mondiale. Il faut savoir que l'aéronautique, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des grandes sociétés très reconnues qui n'arrêtent pas de s'agrandir, de faire des extensions. Et ça démontre que nous avons confiance dans ce secteur en Tunisie. Comment on peut collaborer ensemble? C'est créer ou co-développer un projet industriel ou technique. On a vraiment des personnes qui, comme vous avez dit tout à l'heure, qui occupent des fonctions importantes et qui peuvent apporter beaucoup pour la Tunisie. On peut aussi connecter les entreprises tunisiennes avec les réseaux en France ou ailleurs et transférer les compétences à travers des missions de formation, monitoring ou conseil. Donc c'est là où on aurait besoin de cette collaboration avec la diaspora en France. Très bien. Myriam, et sur le secteur automobile, comment ça... Tout d'abord, je vais parler de l'état du secteur actuel. Donc, autrefois, on était perçu en Tunisie comme étant essentiellement des sous-traitants. Il faut savoir que cette image, aujourd'hui, elle est largement dépassée parce que, justement, on est en pleine transformation. On est en plein dans les méga-tendances du secteur automobile. Donc, qui, je rappelle, sont donc l'électromobilité, la connectivité, on a la voiture autonome et également donc, la sustainability, même si on a un petit peu plus de retard par rapport à ça, mais on y travaille quand même très activement. Donc les entreprises tunisiennes, elles sont très actives en recherche et développement. Il y a beaucoup d'innovations qui se fait en Tunisie. L'exemple, d'ailleurs, c'est beaucoup de nos membres qui ont des laboratoires ou des centres R&D, parfois le plus gros du groupe pour des acteurs internationaux qui sont basés en Tunisie, avec beaucoup de propriété intellectuelle et tout l'écosystème qui suit. Parce qu'il faut savoir qu'en Tunisie, on a une très forte concentration de chercheurs par rapport à la population, qui permet justement d'avoir ce vivier de compétences. On connaît aussi les chiffres du chômage chez les jeunes diplômés. Donc ça permet quand même d'avoir un vivier qui permet d'alimenter toute cette innovation. De nombreux groupes internationaux l'ont compris et travaillent activement sur les complémentarités entre justement donc, la maison mère, parfois basée donc, à l'étranger, et ce qu'il y a en Tunisie. Donc c'est l'exemple d'Actia, c'est l'exemple de Draxelmeier, c'est l'exemple de beaucoup de nos membres, donc, et quelle que soit leur nationalité, ça fonctionne très bien. Un autre point aussi qui prouve notre évolution et notre transformation, c'est de noter justement que... Pardon, il n'y a pas de souci. Il y a un autre exemple, peut-être tout à l'heure tu parlais de constructeur, il nous manquait un constructeur. Je voulais... La fin de l'année dernière, il y a eu quand même un constructeur qui a franchi un pas qui était intéressant, en l'occurrence Renault. Et ce qui montre que même dans des situations... Tu fais une excellente transition avec le point que je voulais citer. Le point que je voulais citer, c'était l'essor. Voilà, ce qui démontre aussi de cette évolution, c'est l'essor de l'activité software engineering. Et c'est une excellente introduction vers l'exemple que tu viens de donner. Parce qu'il faut savoir, voilà, on connaît initialement voilà, tous ceux qui font le câblage, on connaît les activités mécaniques et les activités textiles les plus traditionnelles, tout ce qui est autour du plastique aussi. Donc, tout ce panel donc, de la chaîne de valeur de l'automobile, mais il y a l'activité software engineering qui s'est énormément développée ces dernières années et qui représente aujourd'hui 12% de l'activité donc, au sein des métiers de l'automobile. Un magnifique exemple que tu as cité justement, c'est l'investissement d'Ampère, donc, qui est la filière électromobilité de Renault, qui a investi en Tunisie donc, récemment pour mener ce type d'activité, mais ce n'est pas les seuls. De nombreux constructeurs automobiles aujourd'hui, avant c'était plutôt confidentiel, on n'en entendait pas beaucoup parler, maintenant on en entend parler de plus en plus et c'est très bien de voir ça. Donc
Pourquoi je mentionne tout ça? C'est parce que c'est important de savoir que c'est plus les métiers qu'on voyait avant, ou ce n'est plus une industrie qui est restée basique, c'est une industrie qui est en train d'évoluer à vitesse grand V et qu'il faut suivre. Et par rapport à ça, je voudrais saluer justement les talents de notre belle diaspora, donc, qui est très bien implantée à l'étranger et dont beaucoup de membres occupent des postes très importants au sein de grands constructeurs, au sein de grands équipementiers et qui favorisent la collaboration déjà. Donc vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, je le dirai jamais assez. Donc les membres de la diaspora sont là, représentent, poussent. Je dois dire, même pour citer un exemple, aujourd'hui, en termes d'investissement, énormément d'investisseurs potentiels qui prospectent dans la région viennent en Tunisie parce qu'il y a un Tunisien dans l'équipe qui a suggéré pourquoi vous n'iriez pas prospecter du côté de la Tunisie? Et heureusement, on est là, voilà, l'ATA, le GITAS et les différents clusters pour accompagner, pour donner les informations, pour réellement justement aussi parer à certaines lacunes qui sont ressorties dans vos chiffres, donc qui ont été sortis ce matin justement. Le secteur privé, il est là pour ça en Tunisie, il est fort pour ça. On est là vraiment pour aider à compléter les maillons et accompagner. Donc, il y a aussi un point très fort, c'est que ces ressources, voilà, quand elles décident, et si elles décident de rentrer en Tunisie, c'est aussi des compétences qu'elles permettent de mettre à niveau, d'accroître dans le pays. Nous-mêmes, on travaille constamment sur l'accroissement des compétences pour les métiers de l'automobile. On a beaucoup de projets avec les différents ministères concernés, mais c'est toujours, bien sûr, important d'avoir de bonnes ressources. Donc, vous pouvez aussi aider en termes de formation pour ceux qui ont les qualifications pour, bien entendu. Donc, qu'il s'agisse même d'être panéliste lors d'un événement ou de peut-être travailler sur des parcours, parce qu'on a la TAMA, la Tunisian Automotive Management Academy, qui permet justement de donner du soutien sur des problématiques spécifiques au secteur automobile. Donc, il y a énormément d'opportunités pour collaborer ensemble et pour aider votre pays. Et comme l'a dit Stéphania, que vous soyez ici ou que vous soyez là-bas, on peut travailler ensemble et idéalement, on doit travailler ensemble. Et je voudrais dire, on doit coopérer et bâtir la Tunisie de demain ensemble, parce que la Tunisie, elle est belle, on y croit. Et surtout dans le secteur aéronautique, maintenant, comme tu l'as dit, dans le secteur automobile, on n'est pas seulement sous-traitant, mais maintenant on est acteur stratégique reconnu mondialement avec nos têtes pensantes, vous en faites partie, et nous demandons à développer des beaux projets en termes d'R&D, d'intelligence artificielle. Rien ne nous manque en Tunisie, en fait. Voilà. Mohamed, tu voulais peut-être rajouter, alors toi tu as la double casquette, mais en fait ce qui aide beaucoup aussi dans tout ça, c'est que entre les différentes organisations, on a des personnes qui sont souvent dans deux organisations et les messages passent d'une manière fluide. On est là aussi pour montrer que la collaboration, ça réussit bien. Donc, peut-être sur l'industrie électronique en particulier, alors on peut peut-être parler un peu de notion de pacte, parce que c'est des sujets, enfin la notion de pacte, c'est une structuration justement de ce rôle de lobby auprès des gouvernements, mais on peut peut-être aussi en parler de manière à rassurer des gens de la diaspora sur comment on essaye de créer un véhicule de dialogue public-privé qui soit à l'écoute des opportunités de la diaspora. Ouais. Bon, en fait, pour commencer sur ce sujet, peut-être je vais partir par mon exemple en tant qu'entreprise SC Microelectronics basée en Tunisie, en semi-conducteur. Hein. Donc nous, ce qu'on fait, on est un centre de recherche de 200-250 ingénieurs. Et en fait, on a compris que c'est très simple. Aujourd'hui, pour qu'on se développe, il faut que l'écosystème se développe. Il n'y a pas de formule magique. Il faut absolument que l'écosystème se développe. C'est que, par exemple, là, si on fait de la partie R&D, on a besoin des personnes qui font des cartes électroniques.
Et on ne va pas à chaque fois envoyer ça en Asie ou bien en Europe, ça serait bien au niveau écosystème donc local. Et la même chose dans des secteurs comme l'automobile ou bien l'aéronautique ou bien tout autre, sans parler aussi des labos de recherche, des écoles, les talents qui sortent donc des écoles. Donc en fait, il faut absolument que tout l'écosystème essaie de s'élargir. Et c'est bénéfique à tout le monde. On a compris ça. Et c'est grâce à cet écosystème-là, ben justement, on a un pied dans Elantica, d'autres dans le cluster mécanique, Attack aussi, hein, on fait aussi des choses d'un point de vue IT. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe, surtout s'il y a une transformation globale des métiers. Et cette transformation-là donc, du métier, ce que je vois, c'est que, en fait, à la fois, c'est une transition vers de nouvelles technologies. Et je pense que la Tunisie, elle est très bien positionnée sur ce marché-là, parce que je pense, d'un point de vue éducation, on a tout un background depuis le jeune âge aussi avec le système éducatif donc, tunisien, de former des personnes qui sont plutôt orientation, je dirais, donc système. C'est qu'à la fois, ils peuvent comprendre des problèmes très techniques, mais également, ils ont le recul de voir un peu les choses en tant que partitionnement hardware, software, marketing et vente. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'est un profil qui est très recherché dans les multinationales à l'étranger. Ben, la question que se pose, pourquoi pas on fait ça dans l'écosystème tunisien et on essaie donc tous ensemble de collaborer. Hein. Donc moi, mon message ici, hein, c'est vraiment collaborer en écosystème, hein, en tant que privé, en tant que boîte multinationale, en tant que start-up, en tant qu'école. Mais effectivement, il faut aussi qu'on pousse un peu les institutions publiques, hein, et notamment dans des cadres de pacte, pour essayer, comme ils ont fait à l'instar de beaucoup d'expériences à l'international. Hein, je prends l'exemple de la Malaisie, l'exemple de l'Indonésie, l'exemple de l'Inde. Souvent, en fait, si on voit le point commun, on voit que c'est la diaspora qui a joué un rôle important. La Chine, c'est un exemple. Aujourd'hui, les Chinois, ils sont formés aux US et maintenant, ils sont repartis en Chine. Au Maroc aussi, ils sont en train de faire ça. Il faut absolument qu'on travaille ensemble sur ça et je pense qu'il y a un rôle important de notre diaspora. Mais par contre, il faut qu'il y ait l'écosystème. Voilà. Et nous sommes là tous ensemble pour qu'on travaille en écosystème. Encore une fois, je prends le cas de l'automobile. En fait, moi, avant, je faisais pas de l'automobile en Tunisie. Aujourd'hui, je fais de l'automobile. Je vais faire du puces pour aller dans l'automobile. Et on voit que, en fait, clairement, il faut qu'on discute donc tous ensemble et on doit collaborer en fait ensemble. Donc, à la fois école, donc labo, start-up, innovation et aussi des institutions. Donc là, oui, on a un projet de pacte. Qu'on est allé voir le ministère de l'Industrie et nous sommes en train de travailler donc sur ça. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails. Je pense une fois que c'est fait, on va donc l'annoncer. Mais en fait, voilà. On pourra peut-être solliciter le témoignage de Mariam parce que justement, TAA, c'est un des premiers pactes. Et enfin, l'idée, c'est pas forcément de rentrer dans le détail du pacte, mais de peut-être montrer en quoi ceci peut intéresser de l'étranger. Alors le pacte, c'est un projet pour nous en tout cas, c'est un projet qui date un petit peu, parce que les discussions avaient commencé en 2016-2017. Donc à l'époque, il était question de faire un pacte transversal, donc pour tout le pays, et de faire des pactes sectoriels pour les secteurs stratégiques pour le pays. Et donc, à l'époque, il y avait 4 secteurs qui avaient été identifiés, parmi lesquels le secteur automobile. Alors, nous, très rapidement, il y a un très beau pacte qui a été rédigé par EY à l'époque. C'était avec le support du GIZ. Donc, et ça a été le premier pacte à être refusé. Parce que le ministère de l'Industrie a décidé, ils nous ont dit, c'est bien gentil tout ça, mais en gros, le pacte, c'est quoi? C'est un ensemble de mesures qui sont à la charge de l'État et du secteur privé et qui visent à améliorer l'écosystème du secteur donné. Et donc, pour nous, c'est vraiment pour créer un écosystème approprié pour attirer, nous l'espérons, donc un grand constructeur ou bien de gros équipementiers en Tunisie. Le nôtre se tient sur 5 piliers. Donc, on a un pilier infrastructure, il y a un pilier réglementaire, il y a un pilier social et RH, un pilier innovation et un pilier visibilité et image.
récemment, on a entamé les discussions pour ajouter un pilier développement durable. En 2017, on en parlait beaucoup moins. Mais donc, dès la création, initialement, le ministère l'a rejeté parce qu'il a dit, bon, toutes ces mesures engagent d'autres ministères également. Or, moi, je n'ai pas autorité pour parler de ces ministères et à leur place et m'engager pour ces ministères. Donc, on a engagé des discussions hebdomadaires avec des workshops avec chaque institution, chaque ministère qui était concerné par ce pacte. Donc, quand on parle de ce qui est réglementaire, on a fait des sessions avec la douane, on a fait des sessions avec les différents ministères, on a fait pour l'infrastructure avec le ministère des Transports et toutes les différentes parties prenantes pour aligner les feuilles de route. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été fait pour être mis dans un tiroir. C'est un projet qui est vivant, qui continue de vivre, donc on a reconstruit ensemble, sur lequel on travaille encore justement pour intégrer un pilier développement durable et qui réellement est là pour pallier les différentes lacunes que nous avons sur tous les piliers que j'ai notés pour réellement élever la Tunisie au niveau qu'il faudrait pour pouvoir vraiment booster au maximum l'écosystème pour l'automobile. Et par la suite, donc ça a tellement plu que ça a été élargi à d'autres secteurs. Comme l'aéronautique, actuellement, on ne l'a pas finalisé, mais on est en train de travailler dessus. Les axes sont similaires, donc on travaille sur la formation, sur le R&D, sur aussi avoir des zones industrielles dédiées. Donc actuellement, on est en train de réfléchir sur des zones à Nfida, près de l'aéroport, ce qui serait le plus logique aussi. Il y a d'autres zones à Bizerte. On est aussi en train de travailler sur des incitations fiscales et des procédures douanières simplifiées. Elles existent déjà. La semaine dernière, déjà, il y a eu 20 entreprises qui ont bénéficié de l'avantage opérateur douanier agréé. Ça, c'est une chose qui facilite beaucoup les transactions douanières entre l'international et la Tunisie. Et ça démontre une confiance aussi qu'on a envers ces transactions à l'international. Donc, comme secteur prioritaire dans la stratégie nationale 2035, la Tunisie, elle démontre avec ce pacte de compétitivité qu'elle met des actions réelles et concrètes pour préparer le terrain pour l'aéronautique de demain. Très bien. Je pense que la notion de pacte et ce qu'on pourrait retenir, c'est en fait, grâce à ces pactes, en fait, chacune de vos organisations capitalise un savoir, une connaissance qu'elle pourrait partager avec les Tunisiens de la diaspora qui le souhaitent. Et je pense que vraiment, en fait, s'il y a un message global qu'on peut tirer, c'est de dire, venez nous voir, venez nous rencontrer. D'ailleurs, je dirais Cluster, GITAS et TEA sont dans l'espace des stands, donc ils sont tous l'un à côté de l'autre. Compte tenu du délai de temps et de nos amis qui vont suivre dans le panel d'après, on va pas déborder davantage sur leur temps. Moi, ce que je vous propose simplement, c'est pour ceux qui ont des questions, qu'ils viennent rencontrer les 3 organisations dans les stands. Merci encore pour ces témoignages. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de places pour des Tunisiens qui travaillent n'importe où dans le monde, de venir se connecter à vos écosystèmes, de partager, d'être à l'écoute d'opportunités. Voilà, je dirais, si vous avez un mot de fin que vous souhaitez donner, je vous laisse la parole. Moi, juste rapidement, Amina, voilà, un petit appel. Je vois aussi donc, devant moi voilà, l'événement du 6 août. Donc là, ça va être un événement de la diaspora en semi-conducteurs. Donc je pense que c'est la première fois où en Tunisie, on va parler sérieusement de semi-conducteurs. Hein. Même le petit pays, voilà, qu'est-ce qu'on a voilà, comme investissement. Mais l'objectif, c'est qu'on essaie de réfléchir ensemble. Voilà. On essaie de faire du networking et réfléchir ensemble comment on positionne la Tunisie sur la carte avec une petite visibilité sur la chaîne de valeur en semi-conducteurs. Voilà. Très bien. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce que nous vous... Pardon. Oui. Elle est construite en Tunisie. Pas que celle de Macron.
Bon, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais dire la même chose, c'est que ce que nous vous proposons, c'est pas un retour, c'est réellement une participation active pour un projet concret et aligné avec l'avenir de la Tunisie au niveau du secteur aéronautique, mais au niveau des différents secteurs qui sont présents avec moi. L'aéronautique, c'est un secteur exigeant, certes, mais porteur. Et un pays comme la Tunisie, c'est un pays qui a besoin de vous. Non pas pour vous demander de l'aide, c'est pas dans ce sens, c'est plutôt pour bâtir avec vous. Voilà, c'est mon dernier mot. Très bien, merci. très bien. Je pense que beaucoup de choses ont été dites déjà, mais bon, comme vous pouvez le voir, comme vous le vivez, enfin, je veux dire, voilà, vous avez un avantage, c'est que vous êtes fortement ancré dans les entreprises à l'étranger, mais vous avez aussi vous êtes fortement ancré dans cette culture, vous comprenez la situation de la Tunisie, vous connaissez ses difficultés, donc, dont un bon nombre a été cité déjà, mais ça, c'est un avantage, justement. On a besoin de vous, que vous soyez ailleurs ou ici, pour aider et accompagner la Tunisie. On est tous des ambassadeurs de la Tunisie et on n'est jamais rien du tout insignifiant. Je veux dire, chaque personne à son échelle peut changer quelque chose, peut même parfois causer une visite ou quelque chose, ça peut transformer l'écosystème. Et donc, ne cessez pas de briller déjà à l'étranger. Et si vous venez, nous avons plein d'opportunités pour vous. Il y a plein d'opportunités de collaboration pour les Tunisiens. C'est pas tout à fait vrai. Nous recherchons, nous, dans l'automobile, il y a énormément de profils que nous ne trouvons pas dans le marché actuel et qui se payent, je veux dire, à leur juste valeur. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous approcher. Nous sommes là pour vous accueillir à notre stand ou à la TAA. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes très actifs tous. Voyez ce que nous faisons et vraiment, n'hésitez pas à participer à cette aventure. Très bien, merci beaucoup. Donc, ceux qui ont des questions par rapport à ces organisations, je vous propose de nous rejoindre dans l'espace stand. Et puis, je laisse la place à mes chers amis pour leur prochain panel qui est aussi intéressant. Merci beaucoup.